The sprinkler. I'm a coach. What's your superpower? so what is your superpower as a coach? Ah, quelle bonne question. C'est juste le fait d'être coach. C'est son superpower, les bonnes questions. On va t'inviter à répondre. Non, ce que je disais, c'est que c'est le fun parce que c'est ma blonde qui m'a acheté ça. Cet été, elle a vu ça, puis elle a dit « Oh, je vais t'acheter ça. » Est-ce qu'elle l'a vu sur Facebook ou elle l'a vu dans un commerce? Non, elle cherchait sur Internet parce qu'elle retournait en France pour... c'est notre voyage tous les 2 ans. On retourne en France voir la famille. Je vais t'approcher du micro un peu pour être sûr que le son est pas pire. C'est correct. Reste là un petit peu. Tu peux même le torquer devant toi. Yes, I know. Oh, voilà. OK, donc je disais, tous les 2 ans, on retourne en France. Puis elle retournait en France et elle cherchait un cadeau pour sa meilleure amie, son amie d'enfance. Ouais. On n'en a pas beaucoup, mais elle a une amie d'enfance. Okay. Et elle cherchait quelque chose. Puis cette amie d'enfance, elle est coach de basket. Donc elle cherchait des choses sur coach, tout simplement. Puis quand elle a vu ça, elle a dit « Oh, celui-là, je vais te l'acheter. » Puis c'est le fun parce que comme je vais toujours en chemise au travail, je ne l'ai jamais mis pour aller. Mais je trouverais ça assez rigolo, tu sais, que les gens regardent ça puis se posent des questions. Peux-tu le porter sous ta chemise puis dans des cas extrêmes, déboutonner légèrement? La Superman, tu sais. Il me semble que ça fit encore plus. Ben, alors, justement, on a commencé, mais on t'a pas introduit. Bonjour. Jean-Christophe, comment vas-tu? Salut, man. Ça va très bien. Bonjour Mathieu, bonjour Eric. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, super apprécié. Puis Eric, c'est notre premier invité international. Avec toi, oui. International. Je le souligne, là, c'est un invité international. OK, oui, ça change tout. Ça change tout? Non, mais on a déjà des invités de 2 pays différents. Canada et France. Oui. À ce rythme-là, dans 160 épisodes, on a fait l'ONU. J'ai hâte de voir ton invité népalais. Bonne chance. Mais il y a aussi j'ai aussi fait une entrevue avec quelqu'un qui est originaire de Calgary. Fait que c'est quasiment un autre pays, ça. Oui, quasiment. Là, on rentre dans un débat géopolitico-canadien, c'est un peu plus complexe. C'est ça. Mais content de te recevoir, Jean-Christophe. Content d'être ici. Je suis très content d'être venu. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Eric. Toi, ça fait un peu moins longtemps puisqu'on travaille ensemble. Mais c'est ça. Donc, je suis vraiment très content. Oui. C'est la première fois que je fais ce genre d'exercice et que je trouve ça intéressant. C'est assez nouveau pour moi aussi. Mathieu, c'est notre vétéran. Oui, ça paraît pas, là, mais ouais, j'en ai quelques-uns derrière la cravate. T'es arrivé ici, on t'a invité, on t'a parlé de comment ça se passait, comment tu vois ça? Comment je vois ça? Je vois ça comme une discussion le plus informelle possible parce qu'on a commencé à parler des sujets avec Eric juste avant. Oui, oui. Je pense que... Puis je lui ai demandé gentiment « Arrête! » Ouais, c'est ça. tu brûles du contenu. Tu vois le sentiment de te répéter tantôt, donc il vaut mieux arrêter. Tu vois mon esprit de français là, qui parle, puis là, il me dit « Arrête ». Est-ce que tu as fait des plaques d'urticaire? Est-ce que tu as fait... Non, mais je me suis demandé si j'allais pas partir. Là. Il me dit « Arrête, OK ». Puis, entre autres, comme premier sujet, je lance les hostilités, Eric, embarque, n'hésite pas. Je pense que tu présentes à l'Agile Tour cette année. Oui, j'ai la chance d'avoir été retenu encore pour la 3e année. Félicitations. Je suis vraiment content. Pour moi, c'est moins des félicitations que c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Puis, en arrivant ici au Québec, je me suis dit « Oh !» Allons-y, je vais me lancer. Alors, pas tout de suite, j'ai attendu 3 ans quand même. Mais je me suis lancé, puis je trouve ça vraiment intéressant. C'était un de mes objectifs personnels de présenter. Alors, pas forcément l'Agile Tour, mais les Agile Tours, c'est des événements auxquels je participe depuis déjà très longtemps, depuis 2010. Okay? Et tous les ans, ça me fait l'effet d'une cure de rafraîchissement. Je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que tous les gens qui sont intéressés par l'agilité devraient participer à ce genre d'événements. Pas forcément l'Agile Tour, mais à des événements où justement on peut se recentrer sur pourquoi on fait de l'agilité, puis aller chercher de l'inspiration ailleurs, puis essayer d'aller prendre un regard différent, parce que tous les gens qui sont là ont leurs propres expériences, leur propre manière d'aborder l'agilité. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que quand on travaille dans un... Donc là, moi, je suis en mandat, et quand on travaille dans un mandat, mais même quand on travaille chez un client, on finit par être tellement habitué à ce qui se passe autour que on n'a plus forcément l'esprit assez ouvert pour trouver des autres angles d'approche. Et puis le fait de participer à ce genre d'événement, je trouve que ça permet de rajouter ça, justement, de revenir à ça. Donc, en fait, c'est une bonne façon de se battre contre l'effet pickle. L'effet pickle. Exactement. On a déjà parlé de ça, oui.
Et donc c'est ça, donc j'ai présenté, c'est donc la 3e année. L'année dernière, j'ai eu la chance de présenter un atelier avec Alain Benoît, puis cette année, on s'est dit, on va essayer de remettre ça. Okay. On a eu la chance d'avoir un très très bon feedback de la part des participants de l'année dernière. C'était quoi la session? L'année dernière, c'était sur le user story mapping. Yes. En fait, on présentait comment on fait un user story mapping. Et puis, je pense que notre session a été populaire. Puis surtout, on a eu un feedback plus tard, puisqu'il y a toujours des évaluations qui sont faites pendant l'Agile Tour. Ouais. Et puis, on a eu un feedback vraiment très positif. Donc, on était vraiment très contents. Et puis, le comité organisateur de l'Agile Tour nous a recontactés cette année en disant vous êtes un des groupes qui a eu des bons feedbacks, donc si vous avez quelque chose à proposer, allez-y, c'est le temps de proposer. Puis là, j'ai discuté avec Alain, puis on s'est dit je pense qu'on aimerait ça recommencer. Ouais. Et on s'est posé la question du pourquoi on avait ce genre de feedback. Alors, ça nous fait très plaisir, je veux dire, on n'est pas en train de se plaindre. C'est une petite fleur, là, c'est ça. C'est flatteur. Très honnêtement, ça fait vraiment, vraiment plaisir, mais on a essayé de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui anime les gens, qu'est-ce qui fait que les gens passent un bon moment à ce moment-là. Puis, on a fait ça un petit peu en blague pendant la présentation pour l'Agile Tour, mais on s'est vraiment posé la question, et puis on s'est rendu compte, en lisant le livre Training from the Back of the Room, que c'était vraiment ce qu'on essayait de faire, les différents ateliers, la manière d'impliquer les gens, etc., c'était pas mal ce qu'on essayait de faire tout le temps, et probablement que c'était, à notre avis, un des ingrédients du succès. Donc, on a relu ça, et puis on s'est dit, tiens, on va proposer une séance sur ça, vraiment centrée là-dessus. Et donc, on va présenter un atelier, à peu près d'1 heure, donc c'est un peu court, mais à peu près d'1 heure sur... le titre, c'est « Arrêtez de parler, impliquez-les ». Parce que c'est vraiment ça, le mindset derrière. Et c'est réussir à trouver un moyen de moins parler en tant que présentateur, justement. Parce que le focus n'est pas sur nous, il est pour les gens qui vont apprendre, justement. Ouais. Et ce livre amène plein de petites anecdotes et de petites techniques, justement, pour impliquer les gens. On s'est rendu compte qu'on en utilisait déjà sans savoir qu'elles étaient dans le livre, ces techniques-là. Et, des exemples de techniques? Des exemples de techniques, simplement, prendre des post-it, puis commencer à arriver dans la salle, dès qu'on arrive, avant même de rentrer dans le vif du sujet, dire « Ok, on va parler de ce sujet-là. Ouais. » Et puis ce sujet-là, qu'est-ce que vous connaissez déjà dessus? Parce que vous êtes venu à cette conférence, à ce training, à cette formation, peu importe ce que vous êtes venu voir, mais vous êtes venu là parce que le sujet vous a interpellé. Probablement que vous connaissez déjà des choses. Et donc, cette technique-là s'appelle une one-minute connection. C'est-à-dire que c'est une manière, avec les post-it, il y a d'autres manières de faire ça, mais de proposer aux gens de justement créer des connexions déjà dans leur cerveau sur ce qu'ils connaissent déjà. Et puis, partir de là pour pouvoir les amener plus loin, justement, parce que c'est le but de la formation ou de la conférence ou de l'atelier, peu importe ce qu'on est en train de faire. Donc, moi, je trouve ça vraiment très intéressant. On a un gros défi quand même avec Alain, c'est que lui et moi, on a tendance à beaucoup parler, surtout moi. Oui, c'est contre-intuitif avec le blague française. Mais, on vient de perdre 3 auditeurs. 3 unsubscribe. On en a déjà 2. Je suis français, j'ai le droit de le dire. OK. On nous apprend beaucoup à beaucoup parler parce qu'on nous apprend à beaucoup argumenter. Sauf que parfois, ça tourne qu'on est tellement centré sur notre argumentation qu'on est plus centré sur les gens qui vont apprendre. Et le but de pratiquer ça, c'est justement de renverser la vapeur puis de remettre les gens à leur place. Les gens sont là pour apprendre, puis le focus doit être sur ceux qui apprennent, pas sur ceux qui présentent. En tout cas, c'est ma conviction. Et manifestement, c'est la conviction de l'auteur du livre aussi. Mais, peux-tu me rappeler le nom de l'auteur? Peut-être que je te prends en contre-pied. Là. Oui, absolument, parce que je me souviens pas. On va le mettre en bas ici. Oui. plus bas dans la description. Plus bas, quelque part. Donc, non, vraiment, malheureusement, je me souviens pas du nom de l'auteur. Je suis très, très poche avec les noms. C'est pas une colle, hein, c'était... Non, je comprends. Puis, mais il faut... Merci, il revient de depuis, là. Ouais, on vient de perdre un invité. Mais non, blague à part, dès que je lis un livre, il faut que je me répète le nom, parce que c'est important, quand tu donnes une référence, de donner le nom de la personne. Puis... Five Dysfunction, c'est qui l'auteur? C'est Patrick Lencioni. Voilà, puis lui, je le connais. En plus, il est peut-être là. Il est pas trop long, on va le sortir. Responsibility Process, c'est qui? C'est le quiz. Responsibility Process, c'est Avery. Christopher Avery. C'est le préféré d'Éric, je pense. Mais regarde, c'est assez facile, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que Éric m'a beaucoup inspiré, puis c'est les choses qu'il m'a présentées. C'est pour ça que je m'en souviens. C'était vraiment intéressant.
Et pendant les 5 dysfonctions, c'est là où je faisais une mind map, si tu te souviens bien. Ah oui, les mind maps. C'est un peu l'introduction que je voulais faire. Hein? Y aller sur les mind maps aussi. Parce que la première fois que j'ai rencontré Jean-Christophe, communauté de pratique à Desjardins. Et puis, je me mets à présenter quelque chose. Je ne me souviens pas c'était quoi le sujet. Et puis, monsieur se lève, puis t'appelles mind mapper en real time le sujet. J'étais... Flabbergasté. C'était incroyable. Et puis, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et puis, évidemment, on a pris une photo, on l'a mis dans le Confluence. L'équivalent de Confluence. Voilà. Quelle belle façon de se rappeler des sujets qui ont été abordés. Et je vais en ajouter une couche. On avait aussi des gens à Lévis, des sons bizarres dans mes écouteurs, des gens à Lévis, puis c'était le premier à prendre ton téléphone, ton forfait. Oui, c'est vrai. Ton forfait pour streamer la vidéo, pour tout ça pour dire que c'est très apprécié. Et puis, c'est là que j'ai vu un peu la force du mind mapping. La rapidité dans laquelle tu allais, c'était formidable. Pour le newbie, peux-tu m'expliquer c'est quoi un mind map juste rapidement parce que je suis le newbie de la gang. Là. Rapidement, les mind maps, c'est un outil formidable qui est quelque chose qu'on dessine ou qu'on écrit et qui permet, par les différentes techniques qu'on utilise pour faire le mind mapping, de faire le lien entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Et c'est quelque chose qui a été défini par les neuroscientifiques comme la raison pour laquelle Einstein était si intelligent. C'est pas qu'il avait un plus gros cerveau. J'apprends des choses ce soir. C'est ça. C'est pas qu'il avait plus de neurones, c'est qu'il avait beaucoup plus de connexions entre les deux cerveaux. Et puis naturellement, ce qu'on nous apprend, puis en plus dans nos métiers, on est des gens très analytiques. On utilise énormément notre cerveau gauche, qui est le cerveau analytique. On utilise beaucoup moins le cerveau droit, qui est le cerveau qui comprend les émotions, les odeurs, les couleurs, qui permet d'apprécier le cinéma, une peinture, etc. Et les mind maps, en fait, par leur technique, par le fait d'utiliser des couleurs, des images, etc., permet de compenser ça, parce que malheureusement, on ne peut pas aller faire des connexions entre nos deux hémisphères de cerveau comme ça. Et donc, c'est un outil externe qui permet de compenser cette faiblesse interne qu'on a naturellement. Et puis l'élément déclencheur de mind map, si tu reviens, mettons, à la com de pratique d'il y a quelques années, tu avais fait un mind map sur le whiteboard. Spontanément, il s'est levé. La bulle au milieu. Oui. Parce que les gens peut-être des gens qui ne savent même pas c'est quoi un mind map, visuellement, à quoi ça peut ressembler. Donc, je vends le punch. Il y a une bulle au milieu. Oui. Incroyable. Au début, il y avait le verbe, ensuite, la bulle. Oui, et il y avait un mot à l'intérieur. Oui. Et ce mot-là, c'était quoi? Le mot sur cette mind map-là? Sur une mind map. Le mot qui déclenche l'espèce de Spiderweb. Spiderweb d'idées. Alors, c'était le sujet qu'on voulait aborder. Puis c'est là où je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de mémoire. Je veux dire, c'est comme ça, c'est un fait. Voilà. J'empathise. C'est pas ça. C'est pas ça ma force principale. Et pourtant, je me souviens de cette mind map parce que l'intérêt des mind maps, c'est que justement, comme ça suscite énormément de connexions dans ton cerveau, ça te permet de mieux retenir les choses. Et je suis capable de me souvenir c'était quoi le sujet. Donc, j'étais surtout pas en mode back of the room, training in back of the room, je parlais. Oui. Le mot qui a émergé, est-ce que tu t'en souviens, le mot au milieu? Le mot qui était au milieu, c'était onboarding. 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 C'était parce que... les connexions viennent de se faire entre les deux émissages. Ça vient de se passer là. C'est le mot que j'avais mis au milieu parce que c'était effectivement, on parlait de ça, on disait, OK, on était tous des Scrum Masters, puis un coach qui était autour de la table. Et puis notre idée, c'était, OK, quand on a un nouveau, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans nos cérémonies agiles pour justement faciliter l'onboarding? Et donc, au milieu, il y avait le mot onboarding, puisque c'était ça dont on était en train de parler. Et puis, il y avait des branches pour chacune des cérémonies, plus une branche pour quelque chose qu'on pouvait faire en dehors des cérémonies en tant que Scrum Master. Comment on pouvait améliorer l'onboarding d'une personne dans nos équipes. Alors, au milieu, la bulle avec onboarding, une tige, ensuite le sprint review, par exemple. Et la tige de sprint review, c'était comment intégrer le nouveau... Oui. C'était ça. Et ultimement, on avait fini par relier toutes les branches à un point à l'extérieur, qui était... Be nice. Oui, ça aurait pu. Mais non, c'était un glossaire. On voulait faire un glossaire au final. Oui, c'est vrai. C'est la convergence de toutes les idées exactement. qui sont popées. Et le fait, pourquoi j'utilise pas que des mind maps, c'est un de mes outils, mais
selon les réunions, selon les cérémonies auxquelles je participe et que je dois faciliter, j'utilise un outil quelconque. Et là, j'avais l'impression que comme on était pas mal en mode brainstorming, puis qu'on voulait arriver à quelque chose, les mind maps étaient un outil parfait pour ça, parce que ça permet de justement disséminer tes idées. Et puis comme c'était un brouillon, parce que quand on fait la mind map pour la première fois, c'est toujours un brouillon. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas les mind maps, on n'utilise jamais une mind map pour faire passer de l'information. C'est vraiment pour faire un brouillon, pour jeter ses idées dessus, et puis éventuellement pour les partager pour les gens qui étaient là. Mais pour quelqu'un qui est à l'extérieur, une mind map ne sert à rien. Parce que comme il n'aura pas été là pour regarder justement c'était quoi notre cheminement d'idées, la mind map ne lui servira à rien. Par contre, les gens qui étaient là, ça peut les aider énormément. Et l'idée, c'est que comme on allait essayer de trouver des idées dans nos différentes cérémonies, c'était important de mettre ça sur les cérémonies, mais on s'est rendu compte pendant la mind map que justement, il y avait un point commun, puis que c'était probablement notre point important. Et comme tout convergeait vers là, c'était clairement l'action qu'il fallait qu'on pose en tant que Scrum Master dans les itérations qui allaient venir pour onboarder les gens. OK. Excuse-moi. J'allais dire, tu as choisi, dans le contexte où tu étais, tu as choisi l'outil du mind mapping, mais tu aurais pu choisir autre chose. Absolument. L'autre chose? J'aurais pu choisir la facilitation graphique parce que je l'utilise énormément. Un autre mot que je prenne sur mon post-it pour revenir en cours de podcast. Moi, je te dis, on en a pour 4 heures. Tu vas sortir d'ici intelligent, Mathieu, je suis convaincu. C'est une grosse mission. Let's go, JC. On s'entend, Mathieu, que comme on a déjà travaillé ensemble, tu m'as déjà vu faire la facilitation graphique. Tout à fait. Et derrière toi, il y a un superbe exemple de graphe fait par Eric à l'aide de Bicablo. Oui. J'utilise aussi ces techniques-là. C'est-tu le moment de faire une plug? C'est le moment de faire une plug. On a tout le temps un bon moment pour faire une plug. Je le ferai plus tard. Ça, c'est un quit interrompu de plug. Désolé. Mais, on va pas payer assez cher. Non, c'est ça. Moi, je trouve que c'est tous des outils qui sont vraiment intéressants. Et ce que je disais avant notre podcast, puisqu'on a eu une discussion avant, mais quelque chose qui moi, m'anime beaucoup, c'est quelque chose que je cherchais depuis longtemps. Je n'aime pas, par exemple, les présentations sur PowerPoint parce que je trouve ça statique, je trouve ça ennuyeux. Okay? Et j'aime beaucoup utiliser les mind maps parce que, d'abord, on se lève, et puis c'est participatif, et puis avec les couleurs, on engage les gens. Avec la facilitation graphique, c'est pareil. Je l'utilise plus en général quand je prépare, mettons, une rencontre, ou quand je dois animer une rencontre, mais c'est plus préparatoire avant. Je le fais rarement pendant. Je fais plus les mind maps pendant, mettons. Oui. Mais là, c'est pareil, le côté visuel engage les gens, c'est l'intérêt de ces méthodes-là. Et en lisant le livre « Training from the back of the room », j'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est une bonne image, j'ai eu une espèce de flash en me disant... Un moment. Oui, mais c'est ça, en me disant, OK, mais avec le mind mapping, avec le user story mapping, quand on raconte des histoires pour remplir les backlogs, etc., il était ici. Il était déjà? OK. Avec la facilitation graphique, avec les jeux sérieux, on essaye d'engager les gens. Et puis, en lisant Training from the Back of the Room, j'ai eu cette espèce de flash. Je suis quelqu'un qui suis fondamentalement scientifique, puis j'aime bien comprendre pourquoi ça marche. Et Training from the Back of the Room est basé sur beaucoup de neurosciences et beaucoup sur comment on anime justement le cerveau des gens. Et j'ai compris en lisant ça ce que j'essayais de chercher depuis un moment avec toutes ces techniques-là que j'utilisais. Ouais. Donc, c'est ça. Mais disons que tu peux te cloner comme là. Et tu nous écoutes. Tu es debout ici, tu as un whiteboard ou un blackboard. Tu aurais dessiné quoi en termes de facilité, en termes de Bicablo? Facilitation un petit peu de recul. Étant donné que c'est une discussion... on a un sujet à la base. Je veux dire, on avait commencé à parler de quoi on allait parler, de la présentation de l'Agile Tour sur arrêter de parler, impliquez-les. On avait parlé aussi justement des autres outils graphiques, donc on aurait pu partir de là. Mais comme c'est pas plus structuré que ça, j'aurais probablement pas, moi en tout cas, utilisé quelque chose comme la facilitation graphique, les Bicablo, etc. Parce que en ce qui me concerne, j'ai besoin d'avoir un cadre un peu plus clair quand je fais ce genre de préparation. Donc, je serais naturellement allé vers le mind mapping parce que j'aurais pu dire, OK, alors, j'aurais mis comme sujet probablement le podcast au début. OK? Et puis, partant de là, j'aurais commencé à tracer les différentes branches des différents sujets qu'on allait parler. Et puis, l'intérêt aussi sur le mind mapping, c'est que même si j'ai mis le podcast au début, mettons qu'on ait fini par parler que du mind mapping,
on aurait vu sur la mind map que la plupart des branches repartaient de la du côté mind mapping. Fait qu'on aurait pu voir très facilement que finalement, le sujet, c'était pas du tout le podcast, c'était le mind mapping. Et puis, ça nous aurait permis après de rééquilibrer la mind map et puis d'avoir un document à la fin en disant « Hey, finalement, c'est de ça dont on a parlé. » Fait qu'on s'est trompé de topic, peut-être, mais le vrai sujet, c'est ça, mais le vrai sujet dont on a parlé, finalement, c'était ça. Et puis, on a dit tout ça, puis c'était intéressant. Et voilà les liens qu'on a pu faire. Tout à l'heure, tu soulignais le fait que pour quelqu'un qui était peut-être pas présent pendant la discussion ou quelqu'un qui avait pas suivi le fil au complet, le mind map pouvait être un outil plus difficile à réinterpréter, etc. Ma compréhension de ta phrase, corrige-moi s'il te plaît, est-ce que le mind map, c'est un bon outil pour encadrer un brainstorming, faire la prise de notes pendant un brainstorming, puis pouvoir le voir se former visuellement? C'est ce que j'ai compris un peu de ton propos. Je veux juste savoir si j'étais juste. Alors, c'est idéal pour ça. OK. La personne qui m'a formé au mind mapping, c'était pendant un Agile Tour d'ailleurs, en France il y a longtemps, en 2011 je crois, ou 2012. Tu peux le nommer si tu veux. Mais malheureusement, il va être écrit ici. Ouais, c'est ça. Exactement. Comme je disais, je suis vraiment poche sur les noms. Pour lui. Malheureusement, je me souviens pas de son nom, mais écoute, c'était... Le nom de ton enseignante à la maternelle, c'était qui? Je sais plus. Ça a l'air d'une question de sécurité pour retrouver son mot de passe, quelque chose comme ça. Mais tu vois, moi, je suis pas capable de répondre, fait que j'utilise jamais ce genre de questions. Mais cette personne-là, je me souviens en plus parce que c'était quand même assez incroyable. C'était un Agile Tour, puis je voulais aller à un atelier. Et puis, malheureusement, l'atelier était plein. Okay. Fait que je suis arrivé dans une situation que j'aime pas beaucoup, à me dire, OK, finalement, là, c'est plein. Faut que je trouve un sujet direct de même. Puis, je sais pas trop, parce que les autres m'inspiraient pas tant que ça. Puis, j'ai regardé, puis j'ai vu introduction au mind mapping. Bon, OK, je savais pas du tout ce que c'était. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas. De toute façon, l'atelier auquel je voulais aller, je peux pas. Fait que je vais aller là, je vais aller voir ce que c'est. Et puis, la personne en question, elle connaissait pas du tout l'agilité. Elle connaissait pas du tout notre métier, rien. C'était juste... je sais même pas comment ça s'est produit qu'elle soit là, des ramifications quelconques. Mais juste, pour moi, c'était formidable. Mais j'ai aucune idée de pourquoi elle était là. Mais elle a fait son introduction au mind mapping, puis j'ai trouvé ça vraiment génial parce que elle nous a démontré par la pratique pourquoi ça marchait. C'est ce que je reprends d'ailleurs quand je fais moi mes présentations ou mes formations sur le mind mapping, pour expliquer aux gens, OK, je vais vous montrer pourquoi ça marche. Oui. Et pourquoi ça marche? Moi, il faudrait que goût, là. Mais il faudrait, je veux pas te vendre le punch, il faudrait que je te le montre, mettons. Mais écoute, tout simplement, le punch, c'est que tu fais une mind map au début, puis tu présentes la mind map, tu l'expliques aux gens. Et puis, une mind map sur un sujet complètement débile. En général, j'utilise ma personal map. C'est quelque chose qui vient du management 3.0, puis c'est une mind map, en fait, sur quelque chose de personnel. Donc, c'est en gros qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, les valeurs qui sont importantes pour toi, tes buts dans la vie, etc. Les loisirs que tu pratiques, les passions. Fantastique pour une rétro en Scrum. Oui, c'est vraiment très intéressant. Mais donc, on présente cette mind map-là, puis en général, je présente la mienne, puis les gens ne me connaissent pas forcément, puis honnêtement, ma vie, ils en ont absolument rien à faire, puis c'est normal qu'ils en aient rien à faire. Et puis tu fais ça, puis après tu fais ton atelier, puis tu leur apprends à faire des mind maps, ils manipulent avec toi, etc. Puis tu reviens à 2 minutes de la fin, et puis tu leur dis, OK, vous vous souvenez, au début, je vous ai présenté une mind map. Ah, OK. Puis là, tu leur poses des questions. Et puis là, les gens se rendent compte qu'ils ont retenu plein de choses, même si c'était complètement inintéressant. Puis il s'est passé des choses depuis en plus. Et puis ils sont même capables de te dire ce que tu as dessiné. Ils sont même capables de dire où est-ce que c'est placé sur la feuille, parce que ça a créé des connexions incroyables dans leur cerveau. Et juste ça, pour moi, c'est le punch qui, à la fin de la présentation, t'explique pourquoi c'est important de faire des mind maps. Et cette personne-là, quand elle nous l'avait présenté, donc elle n'était pas du tout dans l'agilité, elle n'était pas du tout coach, Scrum Master, elle connaissait rien de tout ça. Et puis, on lui avait demandé, OK, pourquoi tu utilises des mind maps? Et puis, elle avait dit, moi, en fait, je suis critique littéraire. OK. Ah ouais. Donc, à partir du moment, en fait, quand elle lit un livre ou quand elle lit un article, elle se fait sa mind map. Okay. Et puis, elle expliquait, voilà, regarde, j'ai lu un livre là-dessus. Puis je m'en souviens très bien parce que c'était sur une œuvre de Maria Montessori. J'adore Maria Montessori. Et donc, c'était une œuvre de Maria Montessori, mais c'était un gros livre. Et puis elle disait, mais évidemment, je ne peux pas faire une mind map sur le livre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une mind map de chacun des chapitres.
Puis à la fin du livre, je reviens avec mes mind maps. Puis comme je me souviens, ça a allumé des choses en moi. Je suis capable de faire un résumé. Puis je suis capable de faire ma critique littéraire basée là-dessus. Waouh! Je trouvais ça juste impressionnant parce que c'est quand même un livre, c'est quand même pas rien. Et puis elle disait, puis un truc tout simple. Si vous voulez être bon dans les mind maps, faut pratiquer. C'est comme tout, c'est comme la facilitation graphique, c'est comme plein de choses. Faut pratiquer. Puis elle disait, vous pouvez faire ça très simplement. Vous allez écouter votre dernière série à la TV, puis à chaque épisode, vous faites une mind map. Fait qu'on a le mind map de Game of Thrones ici. Exactement. Juste ça. 3 km de long. Puis le fait de le faire, ça te force à le faire en live. Et puis la remarque qu'Éric a faite tantôt sur le fait que je le faisais en live, en général, quand je fais des formations sur le mind mapping, je fais ça en live. Alors, quand il y a vraiment beaucoup de gens, je leur fais construire la mind map des mind maps. Donc, celle-là, je l'ai déjà préparée, c'est pas vraiment compliqué. Mais quand j'ai un environnement plus réduit, pour leur montrer à quel point on peut juste se lever et faire ça, on choisit un sujet. Une fois avec Alain Benoît, donc mon co-présentateur de Arrêtez-les et Impliquez-les, j'avais fait une présentation comme ça chez Desjardins aussi. C'était une formation sur le mind mapping. Puis c'était une équipe relativement réduite, il y avait 7 personnes, je crois. Et puis je leur avais donné le choix. Soit on fait la mind map des mind maps, puis on l'a fait ensemble, mais c'est un peu guidé, puisque évidemment c'est moi qui vais vous donner les informations. Ou alors on prend un sujet, n'importe lequel, et puis je vous montre comment on fait une mind map basée sur ce sujet. Et puis ils avaient choisi ça. Et puis le sujet, c'était OK, comment on organise notre prochain voyage? OK, cool. Donc j'étais parti, j'avais dessiné des palmiers, prochain voyage. Puis on avait fait les mind maps ensemble comme ça. Okay. Et si vous voulez faire des mind maps efficaces, il faut pratiquer comme ça. Puis à la limite, avant de se lever comme ça, quand on l'avait fait ensemble, j'avais quand même une certaine expérience, que j'étais pas non plus très inquiet. Mais juste, c'est aussi simple que de prendre une feuille, puis pendant une réunion, de faire aussi votre mind map sur le coin. Il n'y a pas d'enjeu, puisque vous ne le faites pas pour personne, là. Donc c'est pas vraiment un inconvénient. Puis à la limite, si vous trouvez que votre mind map est poche, OK. Au recyclage. Exactement. Exactement. Merci, la marche était il n'y a pas si longtemps, du 27 septembre. Fait que c'est ça. Mais j'aime beaucoup ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça engage les gens. Et puis, c'est les gens qui interagissent. Et puis, la mind map qu'on crée, on la crée tous ensemble. C'est-à-dire qu'ils parlent. Et puis, c'est ce qu'ils sont en train de dire que je suis en train de mapper quand je fais ma story map. C'est pas ce que moi je dis, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et je me suis rendu compte, donc, comme je disais, dans le Training from the Back of the Room, c'est ah oui, mais c'est ça, c'est engager les gens au final. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est quelque part, c'est l'espèce de glu de tout ce que je recherchais avant. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, est-ce que je me trompe en disant que dans ta conférence à Gilles Tour, arrêtez de parler, impliquez-les, le mind mapping va occuper une place importante? Je suis pas sûr. On va savoir un punch. Ouais, c'est ça, je cherche un scoop, moi, là. Malheureusement, non. Le scoop que je peux te donner, c'est qu'on s'est donné... On va mettre un sound effect à ce moment-ci. Hein? Okay, c'est ça. Un petit peu, ça veut dire aussi, parenthèse, qui a bien avancé sa préparation. Là, oui. Évidemment. Il ne fera pas la veille, c'est bon. Non, alors d'abord... ça m'arrive de faire les choses la veille, mais là, ça ne sera pas possible. Parce à que deux, c'est plus dur. Déjà, à deux, c'est plus compliqué. Et puis, ce sujet-là est un sujet qu'on pourrait passer facile 2 jours dessus. OK? Oui. Donc là, le gros défi, c'est de faire tenir ça en 1 heure, de synthétiser ce qu'on peut. Et le punch que je peux vous donner, c'est que Alain et moi, on s'est donné comme objectif, puis on va le faire pendant l'Agile Tour. On va se timer pendant l'Agile Tour. Notre objectif, c'est de parler moins du tiers du temps. Donc, sur les 55 minutes, il faudra qu'on ait parlé, mettons, entre 15 et 20 minutes maximum pour être sûr de rentrer dans notre objectif. Alors, donc, qui va parler les 2 tiers du temps? Nous 2. Donc, il va falloir vraiment qu'on se limite. OK. Allez, tu parles les 2 tiers, le reste du temps? Le reste du temps, oui. Oui, excuse-moi, je me suis mal exprimé. C'est les participants. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, on va... Est-ce qu'ils sont debout? Est-ce qu'ils sont en train de danser? Est-ce qu'ils sont... On va leur donner du matériel. Donc ça, c'est pas encore tout à fait prêt. On a tous mois d'octobre pour terminer de préparer. Il reste du temps là, avant le Gilles Tour. C'est bon, on est flou sur la date d'enregistrement. Inquiétez-vous pas à Gilles Tour, ça va être correct. Mais non, le but vraiment, c'est de leur donner du matériel pour qu'ils puissent construire eux-mêmes leur compréhension du pourquoi c'est efficace. Ouais. Parce qu'on peut leur dire tout ce qu'on veut.
Et c'est pareil sur n'importe quelle formation, n'importe quel atelier. C'est beaucoup plus efficace et ça reste dans la tête des gens quand c'est eux qui s'en rendent compte et qui l'expliquent aux gens plutôt que quelqu'un qui leur dit tout simplement. Et j'ai relu le livre récemment. Puis c'était assez intéressant parce que dans mon mandat actuel, je devais donner une formation sur Jira. Oui. Et, un classique. Oui, absolument. Mais j'ai recommencé 4 fois ma présentation. Pourquoi ? Parce qu'elle n'était jamais satisfaisante. J'aimais pas ça. Pourtant, j'ai utilisé Prezi, pourtant, j'ai utilisé mes mind maps et tout ça, mais j'étais pas satisfait du résultat final. Et puis, en revenant à Training from the Back of the Room, j'ai utilisé des techniques là-dessus. Et finalement, j'ai donné ma première formation Jira aujourd'hui. Okay. Puis, il fallait condenser ça en 1 heure aussi. Donc, c'est court quand même, 1 heure. Surtout pour faire participer les gens. Ouais. Mais je suis persuadé que ce qu'ils ont expérimenté aujourd'hui, ça, ils vont s'en souvenir que si je leur avais dit, la semaine prochaine, ils seraient revenus me poser la question. OK. Est-ce qu'il y a des contextes ou des types de formations où tu déconseillerais l'utilisation du training from the back of the room? Alors, oui, mais c'est pas tellement le sujet pour moi qui fait la différence. Comment désarmer un missile sur un sous-marin? Exactement. C'est plus rough. Coupe le fil vert. David Marquet l'a bien dit. Pour vrai, ça dépend du contexte, ça dépend de ce qu'on te demande. Parce que si ton mandat, c'est clairement de faire passer de l'information, alors le training from the back of the room va pas remplir ton mandat. Parce que là, les gens qui vont participer vont s'attendre à ce que tu parles de quelque chose, que tu montres quelque chose, limite qu'ils puissent reprendre ton PowerPoint puis dire « c'est bon, on est formé, on est des experts. » C'est les 8 étapes, puis je suis les 8 étapes. C'est ça. Okay. Mais en dehors de ça, je pense pas que le sujet vraiment soit un problème. Okay. Je pense que c'est vraiment le contexte dans lequel on te le donne. Puis pourquoi j'ai recommencé 4 fois ma présentation sur Jira, parce que oui, c'est plus une présentation qu'autre chose. Là, en 1 heure, on s'entend qu'on n'est pas allé très très profondément. Mais le but, c'était vraiment que les gens apprennent et sachent s'en servir. Donc, c'est pour ça que j'ai réutilisé ces concepts-là de training from the back of the room en me disant, le but, c'est vraiment que eux comprennent. C'est pas que moi, je passe des choses. À la limite que le gestionnaire qui est là, qui regarde, se dise, ouais, il me semble qu'il n'a pas parlé beaucoup. Fine, je comprends, je suis désolé pour toi, mais mon but à moi, c'est que les gens qui sont là perdent pas leur temps puis qu'ils sachent l'utiliser. Que demain matin, ils arrivent devant leur ordi puis ils sachent l'utiliser. C'est ça mon but. Cool. Moi, je vais assister à ta conférence sur J'ai le tour parce que ça a l'air bien trop cool. Tu n'auras pas le temps, Mathieu. J'aurai pas le temps. On va le podcast. Tu seras au bout. Je vais l'enregistrer. Je vais te demander de la refaire au bureau ou quelque chose comme ça. Je veux le contenu. Dans quel état je devrais me présenter dans cette formation-là? Dans l'état, j'ai envie d'apprendre quelque chose. OK. À partir du moment où tu es dans cet état-là, tu es parfaitement équipé pour tout ce qu'on va te présenter. OK. Cool. Juste ça, je vais apprendre quelque chose. Puis en tant que trainer, en tant que formateur, comment tu fais pour amener les gens dans cet état-là? Alors, j'ai un exemple. Est-ce que je ne sais pas si je l'ai déjà dit pendant le podcast ou si je l'ai dit avant. On permet les répétitions sans aucun problème. Moi, à mon âge, je me répète 4 fois dans le même podcast, puis on me le laisse. C'est là où on revient à ton conseil de tantôt de ne pas trop parler pour éviter d'avoir l'impression que tu te répètes. Oui, c'est voilà. C'est exactement, tout est dans parfait. Tout est dans tout. C'est quelque chose que j'ai fait aujourd'hui, puis je ne vais pas garantir à 100% que c'est ce qu'on va faire à l'Agile Tour, mais c'est quelque chose que je vais proposer en tout cas. Okay. Aujourd'hui, dans ma présentation Jira, quand on est arrivé, j'ai souhaité la bienvenue aux gens. Puis avant de rentrer dans le vif du sujet, la seule chose que j'avais faite, c'est que j'avais fait une mind map qui était collée derrière moi sur un post-it. Tout est dans tout le temps. Oui, mais j'avais fait une mind map avec... Profond, Mathieu, t'es profond. faut que je remonte un peu. Là. J'avais fait une mind map avec les différents sujets que je voulais aborder, mais j'étais resté au niveau des sujets, pas plus que ça. Puis je l'avais collé derrière moi, c'est tout ce que j'avais fait. Puis j'ai accueilli les gens en disant bonjour, vous savez pourquoi on est là, ok, on va parler de Jira. Et puis, vous voyez, vous avez des post-it sur la table, vous avez des Sharpies. Ce que je vais vous demander, c'est, vous avez 2 minutes là, réfléchissez à ce que vous connaissez déjà sur Jira. Ok. Et puis, ils ont noté ça sur des post-it, on a mis ça sur un mur. Et puis, on est parti de là. Ils ont commencé à donner leurs informations. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dans le livre, ça s'appelle des One Minute Connection. Il y a plein d'outils. C'est juste que le concept s'appelle comme ça. C'est faire des connexions. C'est permettre aux gens de faire des connexions entre le sujet
qu'ils vont aborder? Est-ce qu'ils connaissent déjà du sujet? Parce que les gens arrivent rarement avec aucune idée. Oui, puis corrige-moi si ma compréhension est fausse, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on fait confiance dans l'étudiant, la personne qui vient se faire former comme étant quelqu'un d'intelligent qui a déjà plein de connaissances qu'on va construire là-dessus. On le prend pas pour un poussin qui vient d'éclore et qui est totalement newbie. C'est ça. C'est un humain intelligent qui va grandir aujourd'hui, mais qui a déjà plein de connaissances. Il y a des bonnes chances, oui. D'habitude. Mais c'est en plein ça. Quand j'accompagne, en tant que coach, quand j'accompagne des Scrum Masters, la première chose que je leur dis en général, c'est je vais vous apprendre, je vais vous parler du pourquoi on fait les choses. Pas du comment, jamais. Parce que le comment, pour moi, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est que on est tous des gens intelligents, vous êtes tous des gens intelligents et vous travaillez avec des gens intelligents. Fait qu'une technique, vous allez la lire une fois, vous allez la pratiquer, puis vous allez la comprendre comme ça. Par contre, le pourquoi est intéressant. Parce que comme ça, vous allez pouvoir vous poser la question, est-ce que je vais dans la bonne direction? Mais la technique, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et par rapport, pour en revenir à cette formation, on fait confiance aux gens qu'effectivement, ils connaissent déjà des choses. Et puis, on va chercher quelque chose qu'ils ne soupçonnent peut-être pas, c'est que justement, finalement, collectivement, ils en savent peut-être plus que ce qu'ils pensent. Mm-hmm. Et donc, on commence comme ça pour les mettre dans cet état d'esprit de « je suis là pour apprendre », mais ouais, je suis pas quelqu'un qui connaît rien là. J'ai déjà une bonne idée. J'ai une idée de quoi je vais parler. Je me suis fait une idée. J'ai lu des choses. J'ai expérimenté des choses. J'ai regardé derrière l'épaule de mon voisin. Il a fait un truc super cool. Ah ouais, c'est vrai. Je connais ça aussi. Donc, on les met dans cet état d'esprit de ah ouais, en fait, on sait. Ok. Mm-hmm. Ok, c'est cool. Donc comme ça, vous êtes en confiance. Oui, vous savez. C'est juste que là, on va aller un petit peu plus loin. Et le rôle, dans ce cas-là, de la personne qui est le formateur, c'est d'apporter des pistes supplémentaires pour que, justement, les gens creusent un petit peu plus loin à partir de leurs connaissances. Et quand on part avec ce principe-là, ça engage les gens. Puis tout ce qu'ils vont apprendre, ils vont s'en souvenir pour de vrai. Mm-hmm. Et c'est ça qu'on veut. OK. Cool. Ouais. Question peut-être difficile, je ne sais pas, à voir. Pour les Scrum Masters et les coachs agiles, parce que c'est la même chose. Je suis dans un débat. Il y a quelque chose qui se passe au bureau, Eric. Veux-tu en parler? C'est plus avec... parce qu'il y a un podcast que j'écoute, que j'apprécie beaucoup, un podcast audio, un français, le podcast agile. Là. OK. C'est qui, Gilles, déjà? Ouais, c'est ça. Il en a des trucs, lui. Merci. C'est un classique comme blague. Oui. Avec ça, j'ai oublié mon idée. Non. Donc, la question que je pose, c'est quels sont les concepts, les pratiques pointues dans le training from the back of the room que nous, on peut appliquer comme Scrum Master ou comme coach demain matin? Ah oui, effectivement, c'est une question compliquée. Oui. Si on avait des lumières qui flashent puis qui tournent, là, c'est maintenant que ça s'en venait. C'est difficile à dire. Je dirais que les 4 C. Les 4 C, oui. Les 4 C du training from the back of the room sont des choses qu'on peut utiliser de toute façon. C numéro 1. Peux-tu me les rappeler, oui? Le C numéro 1, c'est les connexions. OK. Qui veut dire? C'est justement créer les connexions entre ce que connaissent déjà les gens. Pas entre les gens, mais entre... C'est une chose, mais le but des connexions, c'est de créer des connexions entre ce que les gens connaissent pour les mettre en mode collaboratif. Voilà donc une première technique merveilleuse. C'est ça. Oui. Donc le premier C, c'est les connexions. Okay. Le deuxième, c'est les concepts. Donc là, c'est les concepts. On permet aux gens, sans leur donner le concept, mais on leur donne des pistes, puis on leur donne les moyens d'aller approfondir les concepts. Okay. Donc, exemple, si on veut parler, mettons, du Daily Scrum, c'est, OK, donc le Daily Scrum, c'est un des événements de Scrum. Oui. Puis, c'est décrit dans le Scrum Guide. Ouais. Allez-y, je vous donne 10 minutes. Allez chercher où vous voulez, allez demander à qui vous voulez, et puis revenez-moi avec c'est quoi votre compréhension du Daily Scrum. OK. Ouais. Donc ça, c'est la deuxième partie sur les concepts. Le but, c'est de les guider vers quelque chose, mais de les laisser faire leur découverte tout seuls. Okay. Puis je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pas mal souvent. Oui, je le vois très bien. Le troisième, c'est pratique concrète. Donc, c'est Concrete Practices. C'est pour ça que ça commence par un C. L'idée là, c'est, OK, on a fait des connexions, on a appris des concepts, on va les mettre en application là pour que ça reste, justement. Ouais, ça semble. Voilà, l'exemple de Jira, c'était, OK, ben, tu sais quoi, tiens, voilà la souris.
On s'est parlé des différents concepts de projets, de board et puis d'items, etc. Je te propose de créer des items dans Jira et puis de démarrer un sprint. Vas-y. Faites ça en gang. Je montrais comme ça parce que là, tu donnes la souris à une personne. Difficile d'avoir une souris à 15. Mais tu prends un ensemble de personnes. Voilà, on a vu les concepts de Jira. Maintenant, je vous propose sur un scénario, allez-y, on pratique de manière concrète. Je trouve ça vraiment génial. Et puis le dernier, c'est les conclusions. Okay, c'est à la fin d'une rétro. Voilà, on a parlé de beaucoup de choses. Ce que je vous propose, c'est en 10 minutes, prenez une feuille, puis un groupe par ici, un groupe par là, et puis écrivez-moi c'est quoi ce que vous avez retenu de cette rétro, et puis ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre, le sprint qui s'en vient. Et puis après, on les fait débriefer là-dessus. C'est clair, pour quelqu'un qui a hésité au départ, ça a sorti tout seul par la suite. Fantastique. By the way, ça va se transformer en clip, ça, quelque part. Ça va s'appeler les 4C. Les chances sont bonnes que ça apparaisse. Non, les 3C et le P. C'est un PC. C'est ça. Podcast français, quand même. En anglais, c'est les 4C. Alors, CCP, c'est pas comme l'acronyme de l'Union soviétique. Mais je trouve ça assez fun parce qu'on parle des 4C là-dedans. Sur les user stories, on parle des 3C, voire des 4C, voire des 5C selon les personnes avec qui on discute. Donc c'est assez rigolo. Mais je trouve ça vraiment intéressant, ce concept des 4C. Et puis, je ne sais pas d'où ça vient exactement, mais il y a un visuel que j'ai en tête qui permet justement de dire, basé sur les 4C, comment... Donc, on a un sujet, quelque chose qu'on veut présenter. Puis, c'est quelque chose de graphique qui nous permet de dire, OK, c'est là où on veut aller. C'est ce genre de comportement qu'on veut observer chez les personnes qui participent. Et puis, on a des cases avec les 4C, justement, sur, OK, alors pour les connexions, on va utiliser telle technique, parce qu'on veut voir ça. Pour les concepts, on veut faire ça, etc. Puis, avec les 4, comme ça nous permet de... C'est un espèce de schéma qui nous permet de construire très, très rapidement un atelier ou une conférence ou peu importe ce que c'est. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'en plus, je vais l'utiliser avec Alain pour préparer l'atelier de l'Agile Tour. C'est du méta training from the back of the room. Tu utilises training from the back of the room pour présenter training from the back of the room. Inception. Là, je viens de créer un brain freeze. Mais tu sais, si on revient au livre, Training from the back of the room, l'auteur utilise les concepts dans son livre pour expliquer comment ça marche. Ça fait plein de sens. Je veux dire, c'est logique. Si ça marche, on va l'utiliser. Exact. De la même manière que tout à l'heure, j'ai dit, quand je fais des formations pour le mind mapping, je fais la mind map de comment on crée des mind maps. Je trouve ça juste logique. Tout à fait. Cool. Wow. Les gens qui vont sortir de cette conférence-là au Agile Tour cette année, ça s'en vient à grands pas, dans quel état ils vont sortir? Alors, ce que j'espère, c'est qu'ils vont sortir revitalisés en se disant « Ah ouais, prochain atelier ou prochaine formation que je fais, j'ai utilisé les concepts là parce que je suis vraiment bien énergisé là, ça a vraiment bien marché, je me suis senti engagé. » Cool. Puis ils vont sauter leur prochaine formation avec ces outils-là puis ces techniques-là. J'espère, pour vrai. Je suis quelqu'un qui fait les choses par passion. Puis si je présente ça, c'est parce que vraiment, ça me parle. Puis c'est quelque chose qui vient me chercher profondément sur ce que je crois, sur comment on doit animer nos ateliers, animer nos formations, etc. Puis je me trouve chanceux d'avoir animé ce genre de choses. Et ça vient vraiment me chercher parce que c'est comme ça que moi, je voudrais vivre une formation. Okay. J'ai vécu comme ça notamment une formation sur Nexus. Formation sur donc Nexus, le Scale Framework de exactement. Trevor, Et j'ai vécu ça ici à Montréal. Et puis, la manière dont ça a été apporté, alors c'était beaucoup basé sur la facilitation graphique, c'était vraiment génial. Mais les différents ateliers qu'on a fait, pour moi, ça revient à ça. Et je me suis senti à la fin tellement engagé que j'avais envie de partir, puis de retourner... Scaler un plancher quelque part. De retourner vraiment chez mon client, puis de mettre ça en place, parce que oui, ça avait du sens. Okay. Donc, il faut bien sûr poser la question. Qui était le formateur? Le nom du formateur? Ça, je peux te le dire. Isus? Non. Non? OK. C'était Simon Bourque. Simon Bourque, oui. Oui. Fantastique.
jeune homme de Ottawa. Oui. Ottawa. Qu'est-ce qui pourrait potentiellement choquer quelqu'un lors de ta conférence? Qu'est-ce qui pourrait les choquer? Oui. Je te brasse de marde, hein? Oui, ben oui. Oh, ouais, mais là, je t'avoue que j'avais pas du tout pensé à cette orientation-là. Qu'est-ce qui pourrait choquer quelqu'un? Vu que c'est pas prêt, à la limite que je sois pas prêt. J'ai confiance en toi. Vous allez l'être. Je fais un peu référence à la conversation qui a eu lieu plus tôt, où certaines personnes s'attendent à s'asseoir puis juste recevoir l'information. Oui. Et au prix que je paye, mais dis-moi tout ce que tu connais. Hein? Oui, versus, là, c'est moi qui dois travailler, c'est moi qui dois penser, c'est moi qui dois réfléchir, c'est moi qui dois exposer ce que je connais déjà. Pourquoi je te paye? C'est parfois... Lorsque j'applique des concepts de training from the back room, c'est parfois, c'est pas la règle, mais il y a parfois des individus qui me reviennent puis qui me partagent ce sentiment que finalement j'ai travaillé plus fort que toi. Et la réponse c'est t'as raison. Ben oui. Puis tu sais quoi, c'était voulu. Puis moi je m'en vais chez moi, puis je suis même pas épuisé, même pas fatigué. In your face. OK, alors je vais juste répondre une chose à ça, c'est quand on fait l'Agile Tour, on n'est pas payé. Oui, mais je paye. Oui, mais pas moi. Ouais. Non, oui, je comprends ton point, puis je suis d'accord avec ça. Ça dépend vraiment des attentes des gens. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Mathieu, si tu veux venir à cet atelier, puis que tu veux vraiment en profiter, il faut se mettre dans la peau de l'apprenant qui va faire quelque chose pour apprendre. Si, effectivement, tu t'attends à ce que tout soit poussé... Être un étudiant passif. Oui, ben... M'asseoir, puis... c'est qui est le format par défaut. Des teachings en ce moment. Et on mesure le succès de cette façon-là. On mesure le succès par la qualité du discours interminable, unidirectionnel de l'individu sur le stage. Et sa capacité à être un bon showman pour conserver mon attention le plus longtemps possible. Oui, je me rappelle de rien à la fin de la formation. Mais t'étais cool. C'était cool. C'était cool. Oui. Exactement. Non, mais ce que je pense, c'est que je pense pas avoir des gens dans cette optique-là. C'est pour ça que c'est pas venu chercher une réponse de ma part. Je pense pas qu'ils vont être choqués. Par contre, peut-être qu'il y a des gens qui risquent d'être déçus si effectivement ils s'attendent à avoir juste un espèce de cours magistral, parce que ça va leur amener, ça va les pousser à participer. Après, on force jamais les gens à participer non plus. Je veux dire, bon, ils peuvent juste être là puis avoir le résumé à la fin, c'est très correct. Mais c'est sûr qu'ils participeront pas au maximum. Ils en retireront pas le maximum s'ils font ça. Et puis aujourd'hui, quand j'ai fait la fameuse formation Jira où j'ai impliqué les gens, il y a eu un espèce de gros blanc à un moment donné parce que justement les gens s'attendaient à être là. D'ailleurs, ils avaient tous sorti à leur ordi pour répondre à leur courriel pendant qu'il y avait quelque chose qui était présenté, sauf que il marche pas. Donc j'ai eu une espèce de moment de flottement parce que j'ai posé des questions, puis il y avait aucune réponse parce qu'ils s'attendaient pas à se faire poser une question en fait. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Je veux dire, c'est quand même des gens super intelligents avec qui je travaille, puis ils ont fini par pas fermer leur laptop, ce que j'aurais bien aimé, mais au moins le mettre de côté, puis commencer à écrire. Puis ça a été vraiment fructueux. Mais j'avoue qu'il y a eu une espèce de moment de flottement. Comment le trainer réagit quand il y a ce blanc-là? Comment tu réagis? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un blanc. Tu demandes... dites-moi ce que vous connaissez de la création d'un issue dans Jira. Puis là, moi et Eric, on se regarde comme des mirlans frits parce que... Je me pointais à ta formation en disant... C'est quoi Jira? C'est ça. Ben là, comment tu réagis? Je vais faire du pouce vers Eric. OK. J'ai rephrasé... J'ai rephrasé en posant une question puissante, puis après, j'ai attendu avec une pause puissante. Oui, le silence. Voilà. Okay. Et puis, ça a marché très, très bien. Oui. Okay. Qui a brisé le silence, juste par curiosité? Et est-ce que c'était une blague? Ou une vraie réponse? Non, c'était une vraie réponse, vraiment. Nice. Et c'était le Scrum Master qui est là. Puisqu'il avait envie qu'il y ait des choses qui avancent. Puis je lui avais déjà parlé un peu de Jira avant parce qu'il devait créer des projets, etc. Fait qu'on avait déjà eu des discussions. Mais c'est bien, il m'a aidé à rompre le silence avec une vraie réponse, parce que dans le fond, personne est parti en joke du genre vraiment quelque chose qui n'avait rien à voir. Un issue, un tissue, c'est ça. Tu vas aller me chercher un mouchoir. Exactement. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque quelqu'un brise le silence avec une blague? On repose la même question puissante. Voilà. Et on garde le silence. On assume encore. C'est ça. Excellente suggestion. Mais à part ça,
Qu'est-ce que vous connaissez de Jira? Rien. OK. C'est le moment silence radio, attends un peu. C'est ça. Ah, OK. Excuse. C'est l'histoire d'un gars qui rentre dans un bar. le problème avec 3 agilistes, c'est qu'on peut soutenir le silence bien longtemps. Le podcast le plus original de l'histoire. Silence 3 heures. Silence pendant 3 heures, oui. C'est ça. Mais, non, c'était vraiment intéressant. Mais je pense que connaissant les gens qui viennent à l'Agile Tour, en général, ils sont dans cet état d'esprit de on veut participer, on veut apprendre, on veut vraiment faire des choses. Fait que je suis pas inquiet de ce genre de réaction. Puis à la limite, en général, quand même à l'Agile Tour, quand je fais des rencontres comme ça, je laisse aux gens la loi des 2 pieds. Je veux dire, si tu te rends compte que ça fait pas ton affaire, il y a plein d'autres. Là, en plus, il y a 16 tracks en parallèle, je crois. Donc, je veux dire, il y a du choix. Fait que ça veut dire c'est que la loi des 2 pieds, j'ai le droit, si je me rends compte que ta conférence, moi, j'ai pas le goût de participer, j'ai le droit de me lever puis dire merci beaucoup, Jean-Christophe, mais je pense que je vais aller contribuer mieux, plus ailleurs. Et pour moi, ça sera très correct parce que tu n'auras pas perdu ton temps. Intéressant. C'est applicable même dans une conférence. Absolument, mais je le fais à chaque fois. Les gens, quand... peu importe l'atelier, peu importe la conférence, je leur dis toujours, on va mettre en place la loi des 2 pieds parce que vraiment, si tu penses que tu perds ton temps, tu as le droit, c'est correct. Et je ne serais pas vexé, je serais plus à la limite fâché et déçu pour toi si tu restes pendant l'heure au complet, puis qu'à la fin tu me dis ouais, bah, c'était poche, j'ai perdu mon temps. Si tu te rends compte déjà dès le début que tu perds ton temps, tu as complètement le droit, c'est ton contexte, c'est ta vie, ça t'appartient, c'est génial. Mais utilise ton temps de la manière que tu penses la plus efficace. La perds pas avec moi. Oui, j'adore cette loi. C'est la loi qui vient du Open Space Technology et que j'ai tendance à appliquer partout tout ce que le je fais. Partout. C'est ça. By the way, même dans la vie personnelle. Ça marche aussi. Juste aviser un peu. Sur ce, je m'en vais. C'est ça. Juste aviser qu'on est chez toi. Ah, merde. Tu peux. Il y a d'autres pièces, probablement. C'est correct. On n'est pas chez moi. On est dans un studio professionnel, là, au centre-ville, loué, au 42e étage. D'un building qui coûte très, très cher au pied carré. Ouais, c'est drôle, ça. J'utilise sur ma tablette, j'utilise une application. Le studio s'appelle Not a Basement Studio. Not a Basement Studio, yes. Techniquement, on n'est pas dans un basement. Not a basement studio. The third floor, man. je trouve ça assez intéressant. Ouais. Cool. Tu as mentionné plusieurs petits trucs qu'on est passés assez rapidement. Tu as mentionné ta conférence de l'année dernière, qui a eu un franc succès. Manifestement. Manifestement, à la lumière du feedback que vous avez reçu, entre autres sur le story mapping. C'est quoi le story mapping? Le user story mapping, donc en général, c'est vraiment le titre, le user story mapping. Okay. C'est une manière de créer les user stories en revenant à la base de ce que c'est qu'une user story. C'est une technique qui a été popularisée par Jeff Patton. Et puis, donc, tu vois, je me souviens pas de tous les noms, mais celui-là, je m'en souviens. Puis moi, je m'en souviens pas. Il partait lui-même la question dans sa tête. Faut que je demande le nom, faut que je demande le nom. Le prochain silence, je demande le nom. Je me souviens le nom de son article. It's how you slice it. Oui, c'est ça. C'est le premier article qui avait sorti, même avant son livre, je pense. Mais non, c'est ça. C'est une technique super intéressante qui est basée sur le storytelling. Okay. Tout le monde aime bien se faire raconter des histoires, surtout quand on est enfant. Je veux dire, c'est quelque chose qui nous transporte ailleurs. Et puis, le user story mapping est en fait une manière de créer des user stories de manière non linéaire. Un backlog, c'est quelque chose de très linéaire, mais un user story mapping nous permet d'être en 2 dimensions pour pouvoir se raconter une histoire. Et le fait de se raconter cette histoire-là sert de lien pour justement passer à travers tous les besoins et tous les usages de notre produit. Okay. Et c'est une technique vraiment, vraiment intéressante et qui est basée sur donc, le storytelling. Et de la même manière que les mind maps engagent les gens par l'usage des couleurs, l'usage des images, etc. Là, c'est le storytelling qui emporte les gens et qui les fait s'impliquer pour de vrai. Et les exemples du livre, d'ailleurs, de Jeff Patton sont assez éloquents, je trouve. Ils sont vraiment très, très bien documentés. Et les différentes sessions que moi, j'ai eu la chance de faciliter, je trouve vraiment que c'est extrêmement efficace. Les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, ils aiment bien se raconter des histoires.
Pris hors contexte, cette phrase-là est magnifique, mais... J'ai cessé de dire de raconter des histoires. Ça a une connotation un peu négative. C'est quasiment dire des mensonges. J'utilise plutôt le terme partager des histoires. Je comprends. Pour casser le raconter des histoires. Mais c'est très drôle. Il y a un TED Talk de Brené Brown sur l'estime de soi-même. Au début, justement, dans son introduction, elle parle de ça, puis elle disait qu'elle avait été contactée par quelqu'un pour faire une conférence, et puis que la personne ne savait pas comment la décrire. Okay. Et justement, elle parlait de storytelling, puis Brené Brown est quelqu'un de très cérébral, de très scientifique, puis elle avait été choquée parce que la personne avait dit « OK, you're a storyteller ». Et puis, elle trouvait justement que ça avait une connotation enfantine, pas professionnelle, etc. Borderline bullshitter. Exactement. Puis finalement, elle a fini par dire « Mais oui, c'est vrai, je suis une chercheuse, raconteuse d'histoire. » En même temps, j'avais trouvé ça très intéressant. Quand on pense à un Fred Pellerin, je sais pas, pour moi, c'est un exemple de raconteur. Il passe une quantité incroyable d'informations, on retient beaucoup, puis on a le goût, là. C'est ça. On mange ses paroles, on a le goût que ça continue, c'est beaucoup moins drabe. Puis c'est le fun, le fait de dire partager une histoire plutôt que de raconter. Raconter une histoire. Ça enlève le petit côté négatif puis cheap. Oui, je ne sais pas si en France c'est la même chose, la même connotation. Au Québec, du moins. Un conteur, c'est quelqu'un qui parle à des enfants là, qui essaie de compter des choses, de compter des menteries éventuellement. Là. Ou bobard, on va aller chercher le petit côté franchouillard. Exactement, mais moi je trouve que c'est, sans rentrer là-dedans, c'est comme en agilité, on peut utiliser beaucoup de jeux qui sont des jeux très sérieux parce qu'ils nous permettent d'apprendre quelque chose. On peut s'abstraire de ce côté apparemment enfantin pour sortir quelque chose. Et puis le user story mapping utilise vraiment cette facilité qu'ont les gens d'être captivés par une histoire et de raconter des histoires pour arriver à une description beaucoup plus complète du produit qu'on pourrait jamais faire si on utilise justement notre cerveau en étant très très cartésien, puis très oui, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. L'histoire que les gens se racontent quand ils parlent de l'utilisation de leur produit amène à une compréhension tellement plus vaste du produit et de l'utilisation qui en est faite. Donc c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Oui. Est-ce que tu utilises les personnages? Oui, en général, quand je fais du user story mapping, oui. Tu peux m'en parler un peu? Oui. Arrête là, ça va être drôle parce qu'Eric a posé une question fermée. C'est chiant! Tu le fais tellement souvent, j'étais obligé. J'avais pas le choix. Excuse. Oui, je peux en parler. Comment transformer ça en question puissante? De casser. Ça, c'est la forme générique. La question puissante. Qu'est-ce qui manque? Non, ça fonctionne pas. C'est pas bonne, celle-là. Excuse-moi, elle était trop... Qu'est-ce que le personnage? Oui, mais en fait, j'utilise le principe de persona quand on fait du user story mapping pour que les gens puissent justement se rendre compte et puissent impersonnifier leurs utilisateurs. Et tu t'y prends comment pour bâtir le personnage avec une équipe? Bien. S'il y a des questions fermées, il y a des réponses fermées. C'était ouvert comme question? Non, la question était très ouverte. La réponse, par contre, comment tu t'y rends de la meilleure façon possible? La meilleure façon. Point. Est-ce que tu rencontres un vrai utilisateur puis tu fais une genre de biographie de l'individu? Est-ce que tu inventes quelqu'un? Non, ça m'est jamais arrivé, ça. En général, on invente vraiment quelqu'un. La plupart des moments où j'ai utilisé du user story mapping, les gens étaient capables de dire oui, on a fait des analyses, puis on a rencontré nos utilisateurs types. Oh, bah tiens, parlons de vos utilisateurs types. Donc, comment ils s'appellent? C'est quoi son hobby? Je veux dire, le but du persona, c'est d'élaborer sur la personne. C'est pas juste de rester au niveau ok, alors ça, c'est un homme qui va utiliser mon application pour... je sais pas moi, magasiner quelque chose. Non, c'est pas ça un persona. Oui, alors, cette personne-là, c'est Manon. Manon. Elle a un nom. Elle a un background story, Manon. Elle a un nom, puis elle a 17 ans, et puis elle aime bien sortir avec ses amis, puis d'ailleurs, tous les vendredis, elle sort avec ses amis parce que c'est ça qu'elle aime faire, puis elle va faire du karaoké, puis elle aime vraiment ça. Et puis au final, elle va utiliser probablement notre application pour acheter des souliers. Exactement, pour acheter des souliers pendant qu'elle fait la fête avec ses amis. Puis ça doit être très accessible parce que c'est le moment, puis elle est jamais chez elle. Elle n'a jamais accès à un Wi-Fi comme ça. Donc, ça nous permet d'élaborer des use cases
pour vraiment nos utilisateurs, vraiment très en élaborant. Et puis ça permet en plus, le fait de donner ces détails, le fait de donner un nom, le fait de donner un âge, le fait de donner des hobbies, ça permet de créer des liens. Et puis comme ça, voilà, les personnes sont capables de se mettre à la place. Que si on reste vraiment générique, ok, ben un homme 32, 53 ans. Exactement. Professionnel. Ça va rester dans notre côté cartésien, puis on va rester à un niveau très superficiel dans ce qu'on veut faire. Même si on est persuadé qu'on va vraiment creuser dedans. Mais le persona permet vraiment de rentrer dans la peau de la personne et puis de se dire « Ah ouais, en fait, ouais, non, ça n'a pas de sens de l'utiliser comme ça. Pour mon utilisation à moi, je pense que je vais l'utiliser comme ça. Ok, mais toi, tu vas utiliser un autre persona. Cette fois-ci, c'est René, 54 ans, presque à la retraite, puis qui l'utilise pour magasiner les roues de son chat pour aller en vacances. Ah, ok. Ça va pas du tout la même utilisation. Lui, il va faire ça la fin de semaine, chez eux, sur son fauteuil, avec son accès Wi-Fi, fait qu'il n'y a pas de problème de connexion. Puis... limite, il va pas utiliser juste son cell parce que de toute façon il est chez eux, fait qu'il va prendre son ordinateur. Je veux dire, ça permet d'approfondir vraiment. Et moi c'est ça, je l'ai toujours utilisé avec des gens qui avaient déjà fait des études de marché, donc ils avaient une bonne idée de c'était quoi leurs utilisateurs. Mais donc mon apport là-dedans était de les amener à approfondir justement, de créer vraiment une personne. Ah oui. Si tu me permets une anecdote dans une ancienne vie où on a utilisé les personas, pour vraiment ancrer puis que ça participe au story mapping, puis qui prennent vie, à la limite. On avait même créé des comptes Facebook avec chacun de ces personas-là. Là, la vie se développait, puis des fois, on savait même pas c'est qui était derrière ce compte Facebook-là, mais je me rappelle, entre autres, de Madame Bruchézy, qui était une personne assez âgée, qui avait... c'est Juliette, de son prénom. On avait des rappels sur c'était sa date d'anniversaire, etc. Quand les applications commençaient à être disponibles, etc., elle a fait des revues sur l'application avec des commentaires, tout en gardant le casting de son persona. Mais ça a fait en sorte que ce persona-là, il y avait une vie. Il y avait, tu sais, en revue d'itération, en session de brainstorming, en planning, n'importe quand, on était capable de parler de Madame Bruchézy, puis elle avait une incarnation. Là. Madame Bruchézy, on avait la photo de sa face parce qu'éventuellement, il y avait un designer qui avait pris une photo puis qu'il avait... Elle vivait là, elle était là, puis il y en avait plusieurs. Puis éventuellement, le concept s'est même transporté pour passer des messages dans le bureau, genre le lavabo qui est tout sale dans la cuisine du bureau. Ben, à un moment donné, le lavabo s'est transformé en persona qui avait lui-même son incarnation sur les Slack et autres trucs du genre, que quelqu'un jouait le lavabo avec. OK, ça marchait bien pour les personas du système qu'on utilise. Cool. Ben, pour le cycle de vie puis le bonheur commun, toilette, lavabo, etc., on va en créer aussi. Puis, tu sais, je me rattache un petit peu au story mapping quand tu disais on veut partager des histoires. Ben, là, elle existe, là, Madame Bruchézy. Là. Elle vit sur nos réseaux sociaux. Elle me chatte des fois, mais je sais pas c'est qui dans le bureau qui vit derrière ça. Ben, je te vole ça. Je pense qu'on va le laisser au prochain lift-off. Vas-y. Créer des sous-groupes de 2-3 personnes et puis créer des comptes Facebook. Ouais. Facebook où de plus en plus les Instagram Slack ou Teams sont de plus en plus populaires dans les entreprises. Il n'y a rien qui empêche de créer un compte Slack ou Teams pour le persona X. Puis la personne qui est l'administrateur de ce compte-là le joue pour vrai. Le joue jusqu'au bout dans l'esprit de ce persona-là. Puis quand on se retrouve dans une séance de user story mapping, ben là, tout le monde le connaît. C'est crystal clear, là, c'est clair comme de l'eau de roche. Là. OK, Madame Bruchézy. On est de même. Je suis ami Facebook avec ce personnage. On a fait un barbecue la dernière fin de semaine. En plus, quand j'ai partagé les photos de mon enfant qui naît, elle l'a liké. On est proche. Alors, ben écoute, j'ai hâte à Gilto, 28 novembre. Oui, ça arrive à grands pas quand même. Palais Congrès. Oui. Montréal, Québec, Canada. Si vous êtes en France, venez, parce que c'est le plus gros Agile Tour. Ah oui, au monde. Je dis ça de même. Puis je veux pas te mettre de pression, mais il risque d'avoir du monde en ciboulot. C'est très correct. Je suis pas impressionné par ça. Non. C'est pas ton premier. Ton premier rodéo. Est-ce qu'on a changé de sujet? Pourquoi pas? Why not? T'es allé au Coach Camp? Oui. En juin? Oui. À Cornwall? Oui. Avec d'autres coachs? Oui. C'est un coach camp. Parce qu'un coach camp seul, je me suis fait un coach camp, il y avait un feu, il y avait 100%
des personnes-là étaient des coachs. C'est un open space. Hein? Donc, les gens qui se présentent, ce sont les bonnes personnes. Exact. Tu peux être tout seul. Puis la règle des 2 pieds s'applique. Je suis là. Mais je m'en vais chez moi. C'est très intéressant. Il n'y avait pas que des coachs. Qui y avait? Mais qui c'est qu'il y avait? Il y avait des personnes qui voulaient éventuellement aller vers le coaching, mais qui étaient Scrum Master, qui étaient chefs de projet, qui étaient autre chose. Il n'y avait pas que des coachs. C'était très intéressant. Mm-hmm. Il y avait des coachs, évidemment. Puis la discussion qui t'a marqué le plus à ce coach camp-là? La discussion qui m'a marqué le plus? C'est pas vraiment une discussion, c'est un atelier. Je me souviens de son prénom, c'est Pavel, mais je me souviens plus de son nom de famille, je suis désolé. Mais non, j'en peux plus, là. Je suis vraiment poche avec les Est-ce qu'il se mettait à saliver quelqu'un avait une cloche? Ou... Non. Mais c'est ça, c'était les discussions de manière globale qui ont eu lieu, que je trouvais ça vraiment intéressant. Okay. La manière dont ça a été animé par les différents facilitateurs pendant les 3 jours permettait justement de rentrer en contact avec plein de gens qu'on ne connaissait pas. Évidemment, il y avait plein de gens que je ne connaissais pas. Ouais. Et c'était cette facilitation justement pour rentrer en contact et créer des communications parfois ça aurait juste jamais dû avoir lieu, mais c'était vraiment intéressant. Et il n'y en a pas une qui m'a marqué en particulier. C'était vraiment... En plus, moi, je ne suis pas anglophone. Fait que c'était à Cornwall, en Ontario. C'est pas mal. Oui, c'était très anglais. Ouais. C'est ça. Oui. Il n'y avait pas que ça, on s'entend. Il y avait beaucoup de Québécois aussi. Donc c'est pas très loin. Oui? Non, c'est ça, Cornwall. Oui. Même les personnes du centre à Cornwall parlaient anglais et français. Fait qu'on pouvait leur parler en français sans aucun problème. Mm-hmm. Mais non, les gens étaient très faciles d'accès. Tout avait été mis en place pour que justement ce soit très très facile d'accès. Ouais. Donc j'ai eu beaucoup de discussions que j'ai trouvées très intéressantes. Il y a une chose qui m'a marqué, c'est j'ai participé à une marche empathique. Okay. Un genre de walk and talk. Oui, mais alors ça, c'était vraiment juste incroyable. Mm-hmm. Le but, c'était de marcher en silence derrière une personne. Et puis la personne pouvait aller n'importe où. Et puis au bout d'une demi-heure, sans parler, sans rien. Et puis au bout d'une demi-heure, on échangeait les rôles. Mm-hmm. Et puis c'est incroyable ce que cette période de silence permet de réfléchir sur comment on interagit, comment justement on interagit sans parler. Ouais. Comment c'est possible de faire confiance à une personne comme ça? Ouais. Je veux dire, concrètement, c'est... Mais non, mais je veux dire, elle aurait pu aller... La personne devant moi aurait pu aller n'importe où. Et inversement, j'aurais pu aller n'importe où. C'était juste les règles. On devait marcher 2 pas derrière, sans se laisser distancer, sans se rapprocher, sans parler, sans se regarder. Je veux dire, la personne de devant était... de dos, donc on voyait que son dos. Mm-hmm. Et puis le but, c'est de faire confiance et de réfléchir à comment on fait cette interaction. Mm-hmm. Et je me suis rendu compte de choses assez incroyables parce que le centre à Cornwall est près du Saint-Laurent. Oui. Et puis à un moment donné, on est allé se promener sur le bord du Saint-Laurent, puis il faisait chaud cette journée-là. Et le fait d'arriver sur le côté du Saint-Laurent, et le fait de ne pas parler et d'être concentré sur complètement autre chose, j'ai ressenti les différences de chaleur sur ma peau, juste parce qu'on s'approchait du Saint-Laurent. Mm-hmm. C'était juste assez incroyable. Et c'est quelque chose que je me serais promené, j'aurais discuté avec quelqu'un, je ne m'en serais même pas rendu compte. Mm-hmm. As-tu proposé une session? Non, je n'ai pas proposé de session. Okay. J'ai participé à des sessions. Des sessions d'ailleurs très, très intéressantes aussi. As-tu mis en pratique la loi des 2 pieds? Oui, mais j'ai pas eu besoin parce que tous les endroits où je suis allé, c'était vraiment, vraiment intéressant. Il n'y a jamais un moment où je me suis dit « Ah, je suis pas à ma place ou « Ah, je perds mon temps ». C'était vraiment incroyable et soit c'était sur l'intérêt du sujet, soit c'était l'intérêt des personnes avec qui j'étais. Il y a notamment un atelier auquel je suis allé où finalement le sujet m'a pas plus intéressé que ça, mais l'interaction avec les gens avec qui j'étais assis à table faisait que ça a rendu le moment intéressant. Donc il n'y a pas eu un moment où je me suis dit ouais, là je vais me lever puis je vais m'en aller, là ça sert à rien. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien. J'en ai parlé au Scrum Master que j'ai accompagné et j'en ai convaincu 2 sur les 3. Juste avec l'enthousiasme que j'avais. Je les ai convaincus à au moins se poser la question l'année prochaine d'y aller. Puis clairement, je vais probablement essayer moi d'y reparticiper parce que c'est juste incroyable. Et ce que je disais tout à l'heure, que ce soit
l'Agile Tour, que ce soit le Agile Coach Camp ou n'importe quelle conférence comme ça. Le rassemblement montréalais de coach agile? Oui, okay, exactement. J'ai participé une fois d'ailleurs. On s'est rencontrés ce soir-là. Oui. Okay. Il y en a un qui arrive. Il y en a un qui s'en vient. Oui, c'est ça. Je me souviens pas quand. 17 octobre, non? 17 octobre chez Agilia Solutions. Oui. Tout est dans tout encore. Donc, 80 personnes dans une salle pour 50. Ça va être quelque chose. Non, mais on sous-estime toujours l'impact que ça peut avoir. Puis moi, j'ai tendance à y aller régulièrement. Je sais qu'il y a des gens, notamment au niveau des gestionnaires, quand on leur demande « Oui, mais là, je voudrais aller à telle conférence, à tel truc. » Oui, mais non, tu dois être là pour travailler. Oui, c'est vrai. Mais on sous-estime l'impact que ça peut avoir juste de parler avec les gens, d'échanger avec des gens, de pouvoir avoir un autre regard sur ce qu'on fait à tous les jours. Et ce genre de conférence, ce genre de moment nous permet de faire ça parce que ça nous permet de faire un retour en arrière et puis d'avoir une certaine introspection sur ce qu'on fait par ce qu'on voit, par d'autres contextes, par d'autres anecdotes, par d'autres contacts qu'on a avec les gens. Ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment important, d'autant plus que je suis consultant. Et puis, en tant que consultant, je considère que je ne dois pas rester chez un client trop longtemps. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de loyauté envers le client, au contraire. C'est juste qu'au bout d'un moment, quand on est chez le client, à mon avis, depuis trop longtemps, on s'est tellement coulé dans le moule du client, dans la politique de chez le client, qu'on ne peut plus faire cette espèce de retour en arrière, de retour réflexif sur les pratiques qu'on a pour les faire évoluer. Alors que c'est notre rôle, quelque part. Et je dis ça aussi au Scrum Master, parce que dans le fond, un des rôles du Scrum Master, c'est d'être agent de changement. Puis à un moment donné, quand tu es trop embarqué dans la politique, quand tu as trop de contraintes par rapport aux clients sur justement les entrevues annuelles, sur les demandes de résultats, etc., on ne peut plus exercer ce rôle d'agent de changement, puisqu'on ne voit même plus qu'on ne peut plus faire ce changement-là. Donc je trouve ça assez intéressant. Et ce genre de conférence, le Agile Coach Camp, j'adore ça, d'autant plus que ce n'est pas juste une conférence, c'est vraiment une retraite de 3 jours. C'est une anti-conférence. C'est ça, mais c'est une retraite de 3 jours. On est vraiment ailleurs pendant 3 jours, c'est vraiment intéressant. Et ça permet de poser ça, parce qu'on n'est plus dans le quotidien, on n'est plus dans nos problèmes du quotidien, dans ce qu'on a besoin, ah mais oui, c'est vrai, on a une deadline vraiment proche, on doit livrer quelque chose. Non, on n'est plus là du tout. Oui, on a le droit de rêver pendant 3 jours. C'est ça. Puis surtout, on a le droit d'absorber des choses, puis de voir autre chose, de voir autrement. Puis mettons que je te rencontre à l'Agile Coach Camp, puis j'ai un gros problème en ce moment, puis juste on s'en parle. Puis sans que tu m'apportes la solution, juste le fait de s'en parler, probablement que je vais trouver un autre angle auquel j'avais pas pensé, parce que dans la furie du quotidien, c'est pas possible de penser à ça. C'est drôle parce que je sais pas si on est rendu là dans le timing, mais on dirait qu'on a fait une loop complète. On est parti, on a parlé de l'effet PK, on a parti du Agile Tour, de sortir de notre quotidien, entre autres pour dénouer l'effet PK, pour se ressourcer, etc. On a parlé de plein de choses. On a parlé de ta conférence, on a parlé de mind mapping, beaucoup de user story mapping un petit peu. Personal mapping, un sous-type de mind mapping. On a parlé de ta conférence qui s'en vient, qui va... peux-tu me rappeler le titre de la conférence, Eric? Arrêtez de parler, impliquez-les. Sur le training from the back of the room. On a parlé de ça. On a parlé un petit peu de facilitation graphique, et une petite touche à gauche et à droite. T'es une mine de sujets, Jean-Christophe. Pour vrai? Content de t'avoir reçu. Je suis pas le plus expert là-dedans. Moi, j'ai le goût de temps. j'ai juste le goût. Il y a un nom pour ça, hein? Imposter syndrome. C'est ça. Mais je te remercie de nous avoir exposé tous ces sujets-là. Ça fait plaisir. Donner le goût au minimum, de creuser un petit peu plus, d'en apprendre un petit peu plus sur tous ces aspects-là. Puis, si tu as le goût de revenir, tu ne te gênes pas. C'est beau. On est voisins quasiment. On habite pas loin, c'est ça. Hey, Eric, je viens d'apprendre quelque chose. J'ai le goût d'en parler ce soir. Viens-t'en. On se verse un verre de scotch. Ouais, c'est parfait. On se fait un petit souper. Il est excellent en plus. On dépicolise un peu sur un aspect. Oui, il faut dépicoliser un petit peu, toujours. Et on se lance. Ça peut durer 15 minutes. Ou 2 heures. C'est 2 heures, non? Non, pas 2 heures. On est à 1h20 à peu près. Mon laptop va sauter, ça là-bas là. Mais c'est correct, mais... Puis si j'étais un auditeur ici, puis un de ces sujets-là
là, ça me passionne, puis j'ai le goût d'en savoir plus. Je peux assister à ta conférence, j'ai le tour, je peux assister à plein de trucs. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux te rejoindre? Là, tu as le droit de décliner cette offre-là, mais y a-t-il une façon que je peux te contacter à quelque part, un Twitter, je sais pas, un email, whatever? Puis encore une fois, tu as le droit de dire... C'est une question fermée, fait que réponds par oui ou non. Ce bout-là peut être coupé au montage. Non, pour vrai, j'ai aucun problème à ce qu'on me contacte, ça me fait vraiment plaisir. Je suis pas quelqu'un qui est très sur les réseaux sociaux. C'est pas que j'aime pas ça, c'est que j'ai 3 enfants puis que j'ai pas beaucoup de temps. Mais c'est petit. C'est ça. Mais non, c'est ça. J'ai pas beaucoup de temps, fait que je suis pas tellement sur les réseaux sociaux. Par contre, sur mon LinkedIn, je suis facile à trouver. Puis en général, j'accepte toutes les invitations, même celles que je devrais pas. L-A-U-F-F-E-R. C'est ça. Donc j'ai une question sur le Personal Mind Map. Je vais sur LinkedIn, je te trouve. Jean-Christophe, L-A-U-F-F-E-R. Parce que je dis le faire, hein? Oui, mais encore. Ouais. En tout cas, au Québec, là, c'est un nom de famille qui est un petit peu plus rare. Ouais. Tu me permets de t'écrire et de te dire « Hey, Jean-Christophe, j'ai une question, j'aimerais ça utiliser cette activité-là dans le cadre d'une rétro avec mon équipe. Peux-tu me donner 2-3 cues parce que je suis un Scrum Master puis j'aimerais ça l'utiliser dans ma prochaine rétro. Pour vrai, je peux rentrer en contact avec toi. Oui, pour vrai, si je peux aider, ça me fera vraiment plaisir. Merci. Après, ça sera peut-être... plutôt allons boire un café parce que là ça nécessite de discuter, mettons, plus que juste par LinkedIn. Oui, tout à fait. Mais je suis toujours joignable par là, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est une des manières la plus faciles de me joindre, je pense. Ouais, c'est ça. On a commencé l'épisode en parlant de concept de perle. Là, on vient vraiment de faire perle au sens québécois. Au sens québécois. Oui, on vient d'apprendre que perle en France, ça peut une connotation moins glorieuse. Dans un sens, ça a une connotation plutôt bonne, mais il y a 2 autres connotations qui sont moins bonnes, mettons. C'est correct. Oui. Donc, définitivement, t'es une perle au sens positif du terme, puis on peut profiter du trésor que tu es pour aller explorer ces sujets-là, plein d'autres, en te rejoignant. Merci beaucoup. C'est parfait, je suis très content. Et à l'issue de la conférence et de l'Agile Tour, si j'ai juste amené les gens à se poser des questions et qui veulent creuser un petit peu plus loin, je pense que j'aurais fait ce que j'ai à faire. Ça va arriver, je suis persuadé. Merci Jean-Christophe. Merci. Et merci à vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt, on se reparle.